Les attentats du 13 novembre ont en fait été un point de bascule pour la justice antiterroriste en France et pour son organisation. Partie civile, un podcast Life for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 1. Qui déclenche la procédure pénale ? Ce soir-là, on est une quarantaine de personnes à se réfugier dans un appartement du 11e. Une vieille dame entourée de ses petits-enfants et de ses filles nous a accueillis avec bienveillance et chaleur. Je ne pourrais pas dire combien de temps s'est écoulé jusqu'à l'arrivée des pompiers, mais je suis pris en charge avec 4 autres blessés, 3 femmes et un homme. Premier arrêt. La caserne de Chaligny temporairement transformée en hôpital de campagne. Là, les pompiers nous font un premier check, on nous donne des couvertures de survie et on nous demande si on est blessé avant de renseigner notre identité. Pour ma part, j'ai très mal à la jambe mais je ne sais pas encore que mon pied est fracturé et plusieurs ligaments rompus. Une fois le check terminé, les pompiers nous font sortir par la cour intérieure et monter dans un bus pour nous transférer dans un hôpital, au maximum à 1 heure de Paris. Au moment de quitter la caserne, on nous apprend que la seconde étape est Georges Pompidou. Je me souviens d'ailleurs m'être dit, tiens, les pompiers ont des bus. Arrivé dans ce bus, je m'assois auprès d'une fille avec qui j'échange quelques mots et à qui je donne ma couverture de survie. Elle s'appelle Louise. Elle entre dans ma vie d'une bien drôle de façon et demeure depuis une personne tellement importante pour moi. En parallèle, d'autres rescapés du Bataclan comme Maureen Roussel comprennent l'importance de pouvoir échanger sur ce qui nous arrive. Maureen lance un appel sur Facebook pour retrouver d'autres survivants du 13 novembre 2015. Le 1er décembre 2015, elle écrit : Je m'appelle Maureen. J'étais au Bataclan avec mon mari le soir du 13 novembre. Nous faisons partie des rescapés, non blessés, mais marqués à vie par ce qui s'est passé ce soir-là. Nous pensons énormément à toutes les personnes qui n'ont pas eu notre chance. Et un peu plus loin chaque jour, pour nous et pour eux, nous avançons malgré tout. Si je parle ici, c'est pour m'adresser à vous. Vous qui étiez dans la salle ce soir-là. Pour répondre aux mêmes besoins d'entraide que moi, Maureen a proposé de créer un espace de discussion et d'échange entre personnes qui se comprennent ou du moins qui peuvent se comprendre, mais aussi un lieu où aller trouver de l'aide psychologique et juridique. Toujours dans ce poste, Maureen poursuit en partageant sa conviction profonde. Elle dit : Chacun gère le traumatisme à sa manière. Certains parlent très facilement, ont repris une vie entre guillemets normale. Pour d'autres, communiquer est très difficile ou même impossible. Ce n'est pas parce que notre peau n'est pas marquée qu'il ne s'est rien passé, que cela n'a pas blessé notre chair. Nous sommes plus de 1000 à être sortis de cette salle. Plus de 1000 personnes pour qui les choses ne seront plus jamais exactement les mêmes. C'est énorme. Dans ce malheur, notre chance est d'être nombreux. C'est en partie grâce aux 25 000 partages et aux millions de commentaires que Life for Paris est constitué exactement 2 mois après, le 13 janvier 2016. Une de mes amies, présente avec moi au Bataclan, m'invite à rejoindre sur Facebook le groupe privé des adhérents de l'association. À l'époque, Life for Paris est présidé par Caroline Langlade, à qui succédera Arthur Desnouveaux en septembre 2017. Arthur, au-delà de son rôle de président de l'asso, est lui aussi rescapé du Bataclan. Dans le cadre de ses fonctions, il entreprend toutes les démarches pour que l'association soit reconnue auprès des pouvoirs publics, comme partie civile et comme représentant majeur de la parole des victimes. Bonjour, Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, 13 novembre 2015. Alors du coup, il faut que tu mettes vraiment ton micro comme ça, comme moi. Vas-y. Bonjour, Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, 13 novembre 2015. Dans le cadre d'un attentat, la procédure pénale est déclenchée automatiquement par le ministère public.
il y a le parquet qui se saisit des faits et qui entame tout de suite tout le travail nécessaire avec la police pour mener une instruction, que ce soit en flagrant délit ou par la suite une vraie enquête concernant les faits qui se sont produits, les gens qui ont été visés et les circuits de financement et ainsi de suite. Cette procédure judiciaire entamée par le parquet vient se nourrir de tous les témoignages et de tous les dépôts de plainte que peuvent faire les victimes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les témoignages et les dépôts de plainte des victimes font avancer l'enquête, mais avant toute chose, Arthur nous dit que le premier à se saisir de l'affaire, c'est le ministère public. Car ici, c'est la nation qu'on attaque. Pour vous éclairer sur la procédure pénale, il faut s'intéresser au versant opérationnel qu'on appelle aussi information judiciaire. Pour ça, on est allé voir Rachid Azizi, commandant de police qui dirige une réflexion autour de la mémoire liée au terrorisme. La mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme. Une information judiciaire, ou autrement appelée instruction, est une enquête qui est menée par un juge d'instruction, un magistrat instructeur. Stop. Pour bien comprendre ce dont parle Rachid Azizi, parce qu'en France on aime bien donner plusieurs mots pour dire la même chose, je voudrais simplifier. Magistrat instructeur et juge d'instruction, c'est la même personne. Et instruction, information judiciaire et enquête, c'est aussi la même chose. Les mots diffèrent suivant le métier, qu'on soit policier ou magistrat. L'objet de cette instruction, c'est de déterminer l'existence d'une infraction pénale, d'identifier bien sûr les auteurs et de réunir toutes les preuves et autres éléments d'indice qui permettent d'établir le bien fondé de l'infraction pénale. Et le juge d'instruction est chargé d'instruire à charge et à décharge. Alors bien sûr, il y aura la recherche d'indices pour prouver que l'attentat a bien été organisé et commis par ceux qu'on jugera. Mais avant ça, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut que le parquet national antiterroriste, représenté par le procureur, enclenche la procédure. Pour ça, le procureur nomme un juge d'instruction, comme nous le confirme Arthur. Exactement. Si on regarde dans le cadre des attentats du 13 novembre, la procédure pénale, elle se déclenche quand le procureur de l'époque, François Molins, se rend sur les lieux, constate qu'il y a eu un attentat, et en fait, le moteur de l'action publique, c'est la présence de François Molins sur les lieux. C'est le début de l'enquête, c'est le début de l'instruction judiciaire. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015. Rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris. Écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation d'Arthur Desnouveaux et Rachid Azizi. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production déléguée, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.